Non, j'espérais qu'on allait refaire une discussion. Bonsoir. Bonsoir. Ce que j'arrive à dire. Le monsieur avec les lunettes, c'est tu me en route. Ça s'est passé dans la nuit de dimanche, on va dire. C'est Dordain. Voilà. Ah ouais. Du prix ICAR international. Comme vous pouvez déjà constater avec mon léger accent que j'arrive jamais à cacher, le bureau de l'AGPAE est en train de se renouveler et à s'orienter beaucoup plus vers l'international. Une Allemande à la tête de l'AGPAE, ça peut peut-être surprendre, mais je crois que ce soir c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je viens d'Allemagne du Nord. On n'est pas très connu pour être très bavard, et donc je vais faire un discours assez court. Mais
je tiens quand même beaucoup à honorer nos deux lauréats du prix ICAR et du prix ICAR international. Et donc, je vous demande d'applaudir très fort Monsieur Didier Evrard et Monsieur Dordain, qui représente l'équipe Rosetta. Décemment de prix ICAR, on aimerait bien honorer le fait que vous avez très très bien géré le programme à 350. Et ça, c'était un assez grand défi. Vous avez prouvé que malgré ce grand défi technologique que ce programme a présenté, que vous avez su tirer les leçons de la 380 et donc bien maîtriser. Donc, bravo. Est-ce que je peux profiter aussi de vous demander quelques nouvelles de ce programme? Parce que là, on a vu, il est en ce moment la 350 en Asie. Merci, je m'attendais à une question étant dans une association de journalistes. Bon, je vais quand même pas commencer par répondre à votre question, chère présidente. Cher Guécheux, vous m'avez fait l'honneur de venir m'interviewer à Toulouse. Aujourd'hui, c'est moi qui ai pris le temps de répondre à votre invitation, parce que ce prix de la GPAE est quelque chose qui me touche beaucoup, et je suis évidemment très honoré de recevoir ce prix ICAR qui est une reconnaissance du travail qui a été réalisé. Et je suis toujours très gêné de recevoir un prix comme celui-là, parce qu'un programme comme le 350, c'est un programme qui fait travailler des milliers de personnes, chez Airbus, chez nos partenaires, dans le monde entier, en Europe, en France. Et le recevoir, c'est à la fois représenter ces personnes, mais c'est aussi un acte difficile quand on a quand même la réputation d'être un peu modeste. Et Dieu sait si notre métier nous incite à être et rester modeste tous les jours. Bon, néanmoins, cette consécration, c'est 8 années de travail. 8 années de travail acharné. C'est vrai que ces 8 dernières années, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de fréquenter les associations auxquelles je suis très souvent convié. Et je suis peut-être aussi satisfait maintenant dans mes nouvelles fonctions à la tête des programmes d'Airbus de peut-être avoir plus d'occasion de vous rencontrer. Alors j'ai regardé la liste des gens qui ont reçu le prix ICAR dans le passé. J'ai trouvé des noms évidemment qui me tiennent particulièrement à cœur et ajouter le lien sur la liste de ces gens est un honneur. J'ai vu qu'Henri Ziegler l'avait reçu en 1975, je n'ai pris que les gens d'Airbus, vous m'excuserez. J'ai vu que Roger Béteille, qui est le père de 330, et qui a donné son nom à la FAL, à la chaîne de l'assemblage de la 350, a aussi reçu ce prix en 1977. À l'époque, je commençais à peine dans l'industrie. Et lorsqu'il m'a félicité de l'avoir reçu, il m'a dit mais finalement, pour la 350 ICAR, c'est pas le nom qui est le plus adapté, parce que pour se retrouver et arriver au bout à la fin d'un labyrinthe aussi compliqué, un mécano-industriel aussi compliqué, moi j'aurais plutôt appelé Dédale. Donc on peut avoir le prix en 1977 et garder un humour assez remarquable en 2015. Et puis il y a eu Jean Pierson en 1999, et puis Louis Gallois en 2012. Et Louis Gallois a été, depuis le début du programme, l'un des plus fervents supporters. Il n'a malheureusement pas pu venir ce soir, mais il m'a envoyé ses amitiés. Bon, je parlais du programme, je vais peut-être vous décevoir, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et les challenges n'ont pas manqué. C'est vrai, le démarrage a été particulièrement difficile. Difficile pour l'équipe, difficile pour Airbus, difficile pour moi personnellement. Le 350 XWB, on se souvient du premier lancement raté,
de la 350. On se souvient de l'incroyable succès marketing de Boeing à l'époque avec le Dreamliner, le 787. Plus tard, on a vu que marketing et management de programme, c'était deux choses qu'il ne fallait pas toujours mélanger. Mais c'est vrai que ce démarrage du WP était difficile et le premier problème, c'était d'exister. C'était de compenser un déficit d'image qu'on avait et c'était de faire face au scepticisme. Alors au scepticisme par rapport à Airbus et au scepticisme par rapport au management du programme, et vous l'avez rappelé, c'est vrai que maintenant les gens me disent, je ne pensais pas que tu resterais plus de 6 mois. Et bien si, on est resté plus de 6 mois et l'avion vole. Donc ma première mission, c'était de donner confiance à tous les acteurs du programme. D'abord à nous-mêmes, aux équipes d'Airbus, qui étaient secouées par les crises de gouvernance et les crises de la 380. Donner confiance à nos fournisseurs, parce qu'on avait besoin d'eux pour rejoindre le programme et investir dans cette aventure. Et puis, évidemment, à nos clients, à nos premiers clients. Les performances qu'on s'est assignées pour cet avion étaient extrêmement ambitieuses. Partir d'une feuille blanche, il fallait s'engager dans des technologies qui n'étaient pas suffisamment matures à l'époque. Il fallait donc les accélérer. Le fuselage en carbone, c'était la première fois pour tout le monde. Et derrière les aspects structure, il y a bien d'autres choses. Il fallait mettre en place une organisation industrielle, choisir nos fournisseurs. Et bon, je pense que ça, c'était un succès. Et puis, en bref, il fallait lancer le programme, il fallait mettre une dynamique en place. Et c'est vrai aussi, la question la plus fréquemment posée, c'est est-ce que vous avez pris les leçons de la 380 ? Est-ce que vous avez appris les leçons des programmes précédents? Et comment vous allez éviter les problèmes de câblage? Et comment vous allez éviter les problèmes de cabine, de customisation? Et puis votre calendrier pour pas un clou, quelle est sa crédibilité? Et puis vos fournisseurs, vous avez mis beaucoup de travail à l'extérieur d'Airbus, vous en tirez. Bon, bref, il y avait des challenges techniques, industriels, mais il y avait aussi beaucoup d'autres challenges qui étaient plutôt du domaine de la perception. Peu à peu, on a gagné en crédibilité, on a commencé à définir le premier avion, à faire les plans, 70 000 plans pour sortir le premier avion. Et puis on a lancé en fabrication. Dans cette phase, on a fait très attention à être pas confondre vitesse et précipitation. En allemand, on dit Einen mit Weinen. Et c'est ce qu'on essaie de faire, parce que c'est vrai, la pression du calendrier, elle existe, mais on sait aussi que la meilleure façon d'aller vite, c'est d'avoir des fondations solides, c'est de faire en sorte que la maturité soit vraiment là, à toutes les étapes. Et parfois, il a fallu reconnaître qu'elle n'était pas là, et il a fallu adapter le planning. Et progressivement, on a lancé en fabrication, on a réussi à fabriquer ces énormes pièces en carbone que vous verrez plus tard sur le film. Et on a aussi résolu le problème de volume. L'avion, c'est des grosses pièces compliquées, puis c'est aussi un très très grand nombre de pièces de détail. Et il faut aussi les avoir pour sortir l'avion. Et il faut aussi connaître leur définition. Voilà, donc on a franchi cette étape qui était un peu une phase un peu tunnel, dans laquelle il y a beaucoup de travail, beaucoup d'heures ont été dépensées, beaucoup d'argent aussi. À partir d'octobre 2012, date à laquelle on a inauguré la chaîne d'assemblage, et date à laquelle on avait déjà le premier avion complet en chaîne, date à laquelle Roger Béteille est venu à Toulouse inaugurer notre très impressionnante chaîne d'assemblage de 7 à 350. Mais entre octobre 2012 et les premières livraisons qu'on avait
situé à la fin 2014, le programme a parfaitement tenu ses objectifs. Et là, c'était pas gagné, parce qu'un premier avion complètement assemblé, testé, prêt à voler en 8 mois, ça n'a pas été facile. Le secteur de Bretagne avait mis 29 mois. Donc, on mesure quand même le challenge. Ça, ce challenge, on ne l'a pas gagné pendant ces 8 mois-là, on l'a gagné avant, sur des fondations qui avaient été établies. Et puis ensuite, on s'est dit, ben, on est là, on a un avion, il faut le faire voler avant le Bourget 2013. Alors là, on a le Bourget 2015 devant nous. Je n'ai pas de scoop aussi important. Certifier un avion complètement nouveau en 14 mois et demi, c'était vraiment un défi. Et les équipes d'essai en vol d'Airbus ont fait un travail fantastique qui s'est terminé le 30 septembre, enfin qui s'est terminé pour ce qui était nécessaire à la certification, qui s'est terminé le 30 septembre 2014. Le 29 septembre 2014, on faisait voler les 5 avions de développement de Toulouse. Ces avions avaient effectué à peu près 3000 heures de vol pour atteindre toutes les démonstrations qui étaient nécessaires pour convaincre nos autorités que l'avion était certifiable. On les a tellement bien convaincus qu'on a même eu la certification ETOPS sans limite de l'EASA immédiatement. Et bien on a livré au mois de décembre l'année dernière à Qatar Airways, et aujourd'hui on a 3 avions qui volent déjà depuis plusieurs mois avec Qatar Airways, 2 qui volent sur Singapour tous les jours, pour Doha Singapour, et un qui fait Doha Francfort. Et d'autres lignes vont s'ouvrir, et vous avez sans doute remarqué que le président de Qatar Airways s'est exprimé plusieurs fois pour reconnaître la qualité de l'avion. De toujours garder, c'est la notion d'anticipation, essayer de, malgré la pression du quotidien, de garder assez de temps pour regarder devant et essayer de déminer ce qui est encore déminable dans le chemin à parcourir. C'est de pouvoir mettre des fondations en place pour accélérer. L'accélération, c'est quelque chose qui donne aux équipes, je dirais, une motivation décuplée. Être capable, sur un objectif clair, sur une durée limitée, comme faire le premier vol avant le projet, être capable de fédérer et de convaincre que c'est possible. Ensuite, une fois qu'Airbus est convaincu de quelque chose, bien sûr, c'est une entreprise extraordinaire, et on l'a démontré. Mais je crois que le mot le plus important, c'est la confiance. On a beaucoup bâti sur la confiance. La confiance en nous-mêmes, qu'on a acquise jour après jour, la confiance entre tous les acteurs du programme, la confiance envers les acteurs du programme, les développeurs, envers le management, confiance entre les équipes, confiance avec nos fournisseurs dans les deux sens, la confiance avec les autorités de certification qui ont pratiquement volé avec nous dès les premiers vols de l'avion, et la confiance bien sûr avec nos clients à qui on a toujours essayé de dire les choses telles qu'elles étaient. Donc, finalement, un programme comme celui-là, si on arrive à le résumer avec ces 3 mots, anticiper, accélérer et donner confiance, c'est vraiment la façon dont nous l'avons vécu dans l'équipe. Alors maintenant, je vais terminer par quelques remerciements. J'en aurais beaucoup à faire. Je vais faire simple. Bon, tout d'abord, c'est remerciements pour Louis Gallois qui a lancé le programme, qui l'a soutenu dans son développement, Fabrice Régé qui a été mon patron direct pendant toute cette aventure et qui m'a accordé son soutien quotidien, et Tom Enders qui nous a également soutenus et qui nous a permis d'avancer pendant toutes ces années de développement. Il y a eu des moments difficiles, mais quand on est dans un système où on a la confiance de ses chefs, c'est beaucoup plus facile. On a bien sûr beaucoup de remerciements à faire pour l'ensemble des partenaires du programme
J'en ai invité quelques-uns ont pu venir. J'ai eu le plaisir de voir Michel Mathieu de Thales, Alain Soré du groupe Safran. On a beaucoup de partenaires, j'en cite deux, pas parce qu'ils sont français, un peu quand même. Mais bon, ce programme, ça a été d'abord et avant tout une aventure humaine, un travail d'équipe. Un travail d'équipe, une équipe très stable, depuis le début jusqu'à la fin. Au moins 60% de l'équipe est restée très stable, très soudée, riche par sa diversité, ses expériences, et totalement engagée et passionnée, et c'est 80% du succès. Bon, cette équipe, elle a quelques représentants ici, et je suis vraiment très content et très fier d'avoir pu les amener sur ce chemin. Et puis bien sûr, je vais remercier nos clients. Être client de la 350 à son lancement, c'était pas si facile. Et on a maintenant à leur livrer des avions les meilleurs possibles. Ce qu'on a commencé à faire de Qatar Airways, bientôt on aura Vietnam Airlines qui recevra ses premiers avions en juin, ensuite Finnair, premier européen. Et puis il sera suivi par le continent américain, l'Amérique du Sud d'abord, avec LATAM, et puis l'année prochaine, tous les grands noms des compagnies aériennes, Cathay Pacific, Lufthansa, Singapore Airlines, et j'en passe. Voilà, donc cette aventure, vous voyez, elle s'arrête loin de s'arrêter là. C'est un programme qui va durer très longtemps, de nombreuses années, qui va donner beaucoup de travail pendant de nombreuses années. On est maintenant à l'entrée de la phase de montée en cadence. Et une autre phase, je vais laisser la place à mon successeur, qui est un industriel expérimenté pour conduire cette phase. Je suis certain qu'il vous amènera avec succès. 780 avions déjà commandés. Voilà ce qui nous attend. Et puis la variante du 350-1000 qui volera l'année prochaine. Le patron est ce soir avec nous. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je voudrais vous remercier encore une fois de nous avoir accordé ce prix. Et je vous remercie tous d'être avec nous ce soir. Il y a M. Dormand que j'aimerais bien demander d'abord de monter avec moi. Et je crois que M. Evra m'a piqué mes feuilles. Merci beaucoup d'être venu ce soir. On aimerait bien honorer toute l'équipe Rosetta avec le prix ICAR International pour la mission qui est un véritable succès européen et qui est vraiment formidable. Donc, vous avez réussi depuis le Centre européen d'opérations spatiales à Darmstadt avec votre équipe à mettre sur orbite la sonde Rosetta autour de la comète 67P et d'y déposer en novembre en plus ce petit atterrisseur Philae. Quelle aventure et quel travail de communication en plus, parce qu'on était tous là devant nos écrans à suivre cette aventure. On était vraiment sans souffle, c'était captivant. Donc un grand bravo à vous et votre équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je suis très, très heureux et ravi d'être là, même si je perturbe un peu l'horaire. Mais à l'ESA, je suis à peu près le seul à ne pas faire partie de l'équipe Rosetta. Donc c'est la raison pour laquelle, avant de dire quelques mots, peut-être on va présenter le petit film qui, parce que les images sont toujours mieux que des mots,
Donc on va présenter le petit film et après je reviendrai vous donner des nouvelles de Rosetta. Une série de nouvelles manœuvres a permis d'orienter Rosetta vers la comète. Et c'est alors que la forme de Churyumov-Gerasimenko est apparue. Quelques mois après le réveil, l'instrument Miro a fait les premières observations de la vaporisation de l'eau autour de la comète, l'équivalent de 2 verres d'eau par seconde. L'instrument Virtis a fourni les premières mesures de température, environ moins 70 degrés Celsius à la surface sombre et poussiéreuse de la comète. Sont du monoxyde de carbone, du méthane, de l'ammoniac, du méthanol et du dioxyde de carbone. La variation des niveaux de ces gaz dans les différentes parties de la chevelure suggère une relation complexe entre le noyau et sa chevelure. Le site d'atterrissage pour Philae, l'atterrisseur de Rosetta, a été choisi parmi 5 sites présélectionnés. Aucune autre mission n'avait essayé d'atterrir sur une comète. Après que Rosetta ait relâché son atterrisseur, Philae a mis 7 heures pour descendre puis se poser sur la comète. On ne s'en lasse pas. Donc, comme je le disais, Rosetta, ça n'est pas moi, ce sont des collègues de l'ESA, et ce sont des collègues de plusieurs générations. Parce que l'idée de Rosetta vient de 1985. Donc, voilà, 30 ans. Ça a été les premières idées, avant même que nous ayons pris des photos de Giotto, qui était la première comète qu'on photographiait. Donc 30 ans déjà, et prendre cette décision absolument extraordinaire de vouloir aller sur une comète, voilà 30 ans, et donc avec des technologies de voilà 30 ans. C'est important de dire ça. Tout à l'heure, mon collègue d'Airbus parlait de technologies qui sont beaucoup plus récentes. Donc, c'était un pari très risqué qui a été pris à l'époque. Et je dois dire, ça a été un pari pris non seulement par les ingénieurs et les scientifiques, mais aussi par les États membres, qui ont accepté de consacrer à peu près 1 milliard d'euros à une mission particulièrement risquée. Comme on aime encore plus le risque que d'habitude, on a en plus augmenté les difficultés. D'abord, nous avons choisi, et ça a été un choix, de ne pas mettre de réchauffeur isotopique à bord de Rosetta. Alors qu'aller dans des contrées très froides, d'ailleurs nos partenaires internationaux ont l'habitude de mettre des réchauffeurs isotopiques. Donc pas de réchauffeur isotopique, ce qui a nécessité de faire des panneaux solaires vraiment surdimensionnés. Quand vous voyez Rosetta, on voit d'abord 2 panneaux solaires avec un petit corps au milieu. Ça a été un choix délibéré, ce qui nous a obligés aussi à mettre Rosetta en hibernation pendant 31 mois, ce qui est là aussi un pari particulièrement risqué. De plus, Rosetta n'a pas bénéficié de beaucoup de chance, puisque les premières idées, 1985, janvier 1986, l'accident de la navette spatiale américaine, ce qui a fait que la NASA s'est retirée du programme. Donc à l'époque, Rosetta devait être un programme de coopération entre l'ESA et la NASA. La NASA s'est retirée en 1986. Et puis en 2002, au moment où on devait lancer Rosetta, on a eu l'accident d'Ariane 5 517, ce qui a obligé à repousser le lancement de Rosetta et donc à choisir une autre comète. La comète 67P n'était pas la comète choisie à l'origine, qui était la comète Virtanen, et il a fallu qu'en moins d'1 an, on cherche une autre comète qui puisse être atteinte en partant en 2004. Et donc on a choisi cette comète, une nouvelle comète. Et donc nous sommes partis en 2004 pour 10 ans de voyage. On l'explique un peu dans le film.
10 ans de voyage et puis maintenant 2 ans de mission opérationnelle et puis je suis à peu près persuadé des décennies de travail scientifique parce que la mission ne s'arrêtera pas quand Rosetta se mettra en hibernation définitive. Toutes les données qui ont été accumulées qui seront accumulées pendant ces 2 ans, je pense, donneront pour des décennies du travail aux scientifiques. La troisième caractéristique de cette mission, c'est que ça a complètement changé l'image de l'ESA. Alors, merci pour nous avoir dit que c'était grâce à un plan de communication. Ceci dit, je ne néglige pas le plan de communication, mais il me semble que l'exploit est suffisamment important pour que le plan de communication soit facile. D'ailleurs, je suis réputé pour être un directeur général à avoir dit un jour au Conseil de l'ESA, je vous le livre, le Conseil de l'ESA, comme d'habitude, les États membres cherchèrent de faire réduire les coûts, et donc en particulier les coûts de communication. Et je leur ai dit, écoutez, moi je suis même prêt à mettre le budget communication à 0 si vous me donnez l'argent pour mettre un homme sur Mars. Parce que je suis sûr que là, je n'aurai pas besoin de budget communication. Donc, c'est-à-dire, oui, bien sûr, le plan de communication, oui, bien sûr, les journalistes, oui, bien sûr, les unes des journaux, puisqu'on a eu la une des journaux dans le monde entier, mais je pense que c'est l'exploit qui a fait la communication et pas la communication qui a fait l'exploit. Alors, on a eu les unes des journaux, c'est bien que maintenant, l'ESA, et c'est authentique, elle est connue partout dans le monde. Le 3 décembre 2014, j'ai atterri à Orlando, en Floride, et la personne à l'immigration me demande ce que je viens faire, un Français à Orlando, ce que je viens faire à Orlando, et je dis, je viens voir le lancement d'Orion qui devait avoir lieu le lendemain. Et il me dit, ah bon, vous travaillez pour l'espace ou ça, l'ESA, c'est vous qui avez atterri sur une comète. Donc, quand vous êtes accueilli par un policier d'immigration qui fait le lien entre l'ESA et la comète, je dois dire que c'est un grand progrès. Donc, ça a amélioré l'image de l'ESA. Alors maintenant, quelques nouvelles. Alors, en ce moment, la comète est très active. Il y a une chevelure maintenant de cette comète qui fait des milliers de kilomètres, qui a des mélanges de gaz et de poussière. Et pour éviter d'être trop perturbé par cette chevelure, on a reculé Rosetta. Comme vous le savez, on est allé très près de Rosetta, une dizaine de kilomètres de Rosetta. On a largué Philae à 20 kilomètres. Donc on s'était rapproché très près de Rosetta. Maintenant on a reculé, on est à 100 kilomètres. Pour éviter tous les désagréments du dégazage de la comète. Ça ne nous empêche pas de voir des scènes extraordinaires. Vous pouvez aller sur le site de l'ESA, vous verrez des pierres qui bougent, parce qu'on a montré des photos avec des pierres qui bougent, donc qui sont trop lourdes pour s'échapper de la comète, même si la gravitation est faible, mais qui, sous l'effet du dégazage, fait qu'on a des pierres qui bougent. Donc, on continue à faire des mesures chaque jour. Les scientifiques, maintenant, publient chaque semaine des nouvelles scientifiques à partir de ces mesures. Et puis, peut-être ça, c'est la meilleure nouvelle qui doit être encore confirmée, c'est qu'au mois de juin, je vais proposer au comité scientifique de l'ESA de prolonger la mission de 9 mois. Comme vous le savez, la comète sera au plus près du Soleil le 13 août de cette année. Donc ce sera le 13 août que la comète sera la plus chaude, sera dans l'endroit le plus chaud. Et on avait l'intention d'arrêter les opérations à la fin de l'année. Prolonger de 9 mois est intéressant parce que ça permettra de revenir à une distance telle que la comète, à la même distance où était la comète quand on est allé à son rendez-vous le 6 août dernier. Donc on aura fait tout un tour autour de la comète et on pourra voir justement la différence
entre la comète qu'on a rencontrée le 6 août de cette année et la comète telle qu'elle sera 9 mois après 9 mois supplémentaires d'opération. Et en plus, pendant cette période-là, on sera dans une configuration nettement plus intéressante par rapport au Soleil, puisque on pourra combiner les observations de Rosetta avec les observations d'observatoires au sol. Parce que pour l'instant, les observatoires au sol n'ont aucune chance de voir la comète, puisqu'elle est mal placée par rapport au Soleil. Quand elle reviendra, elle sera placée de telle façon qu'on pourra aussi la regarder à partir du sol. Donc, simplement pour dire que cette mission est tellement intéressante, tellement nouvelle, tellement unique qu'on a bon espoir que les États membres vont nous permettre de continuer les opérations. Mais encore une fois, même à la fin des opérations, je pense que les scientifiques auront quelques dizaines d'années pour assimiler et comprendre toutes les données qu'on leur aura fournies pendant l'ensemble de cette mission. Donc voilà ce qu'est Rosetta. Oui, c'est une mission absolument extraordinaire et je suis vraiment très fier d'avoir été à l'ESA pendant ce moment-là et puis très fier que vous nous accordiez ce prix et je vous en remercie 1000 fois. Voilà, merci. Je demande donc l'équipe de Rosetta également de nous rejoindre, ainsi que M. Edouard. Voilà, félicitations. Est-ce que vous pouvez avancer un petit peu? Avancez-vous, s'il vous plaît. Un peu plus près. Voilà. Il y aura pas mal. Encore un peu, M. Dornin, s'il vous plaît. Oui, exactement. Donc maintenant, le prix ICA international pour l'équipe de Rosetta. Yes. Au milieu, là. Au milieu. Et maintenant, je vous propose qu'on lève tous les verres pour voir à l'honneur de nos lauréats et de regarder peut-être en même temps l'aventure de la 350, si c'est d'accord. Avec vous. Je dois dire bonjour à Dorine. This is
t'entends ça. Les petits fours arrivent, Jacques. À ta santé. Ça vient, ça vient. Un petit peu de patience encore. Adieu, Gérard. Je t'interromps 2 minutes. Monsieur représente l'ESA. Il connaît bien forcément. Et là, je me dis s'il était possible de récupérer quelques images que vous avez faites, parce que justement, mon idée, c'était de les transmettre ensuite à l'équipe Rosetta. Si vous avez une carte de visite. Oui, j'en ai plus. Et vous savez que je donne ma carte de visite à monsieur, je suis avec les... Ça s'interdit. Je vous écrirai alors un mail. Hein. Oui. Merci. Merci. En tout cas, c'était bien sympa. Oui. Oh, pardon. Il n'y a pas de souci. Et Ça lui sera transmis. Cher ami,
Je te vois, hein, je te vois. Ah, tu me vois, là? Et Jacques, tu vois ma coupe un peu? Je suis allé chez le tombeur à moutons. Les Vibroséta. Non, c'est pas la dernière qu'on a sautée. Non, non, c'est pas la dernière. Non, non, c'est la comète. Enfin, parce que faut dire. Églou. Regardez la petite qui est là-bas. Salut Jacques. Ok.